Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de Bitcoin. Nous sommes donc en octobre 2020 et Bitcoin n'est toujours pas mort. Bitcoin existe toujours, contre toute attente, depuis presque 12 ans qu'il fonctionne. Les experts les plus compétents du monde nous annoncent qu'il va disparaître et en fait il est toujours là. Alors, non seulement il est toujours là, mais en plus, il continue de se développer. Il se développe en termes techniques et puis aussi en termes d'usage et d'adoption. Et s'il continue de se développer, viendra peut-être un jour où beaucoup de gens l'utiliseront sans avoir besoin de savoir comment il fonctionne. Alors, ce jour n'est pas vraiment arrivé. En même temps, on peut déjà utiliser Bitcoin aujourd'hui sans savoir exactement comment il fonctionne, mais collectivement, on a quand même besoin, aujourd'hui, on est dans une phase où on a besoin de savoir ce que c'est que Bitcoin et comment, d'où il vient, comment il fonctionne et comment il va évoluer. Donc, moi, je ne prétends pas avoir la science infuse sur ce sujet. Ma compréhension de Bitcoin évolue tous les jours. C'est un animal un peu étrange, un peu difficile à percevoir. L'analyse la plus intelligente que j'ai entendue sur Bitcoin pour le moment, c'est celle du comique britannique John Oliver, qui dit « Le Bitcoin, c'est tout ce que tu ne comprends pas à l'informatique, combiné à tout ce que tu ne comprends pas à la monnaie. » Et pour moi, c'est vraiment ça. Alors, je propose de procéder en quatre étapes. D'abord, rappeler quelques faits principaux, ensuite revenir sur les origines du Bitcoin, ensuite rappeler comment il fonctionne très rapidement, et revenir sur cette question permanente de la monnaie. Est-ce que c'est une monnaie? Quel genre de monnaie Bitcoin représente? Alors d'abord sur les faits. Bon, le fait principal, c'est évidemment le prix. Vous connaissez tous cette courbe, on la voit dans les médias. En revanche, les médias nous montrent moins la courbe en abscisse logarithmique. Ce sont les mêmes données, c'est le même prix sur la même échelle de temps, mais en ordonnée, on a des multiplications et pas des additions. Et c'est bien plus pertinent pour analyser un objet dont les variations sont importantes. Or, on nous dit tout le temps que le Bitcoin est très volatile. Et donc, c'est ce genre de courbe qu'il faut regarder. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une série de cycles qui se répètent, qui sont de plus en plus longs en durée et de moins en moins intenses et amples en variation. Et donc, bien malin serait celui qui pourrait prédire si ce type de cycle va continuer de se répéter. Mais en tout cas, cette vision des choses est quand même utile. Deuxième type de fait, à quoi sert le Bitcoin aujourd'hui? Alors très rapidement, le Bitcoin aujourd'hui, il est utilisé surtout comme une réserve de valeur. Certes, on peut tout acheter en Bitcoin sur Internet, et même de manière légale, même des choses légales. On peut aussi acheter des choses en Bitcoin dans des commerces physiques, mais il y a très peu de commerces physiques qui acceptent les Bitcoins aujourd'hui. Donc on l'utilise comme réserve de valeur, comme instrument d'épargne ou d'investissement de long terme, ou de spéculation. Mais finalement, la spéculation, ça n'est rien d'autre qu'une forme de réserve de valeur sur une échelle de temps plus courte. Donc c'est vraiment une réserve de valeur. Certes, le Bitcoin est aussi utilisé pour des activités illégales et criminelles, mais dans des proportions totalement négligeable par rapport à ce que représentent l'euro et le dollar, puisqu'aujourd'hui, l'euro et le dollar sont toujours des instruments bien plus fiables pour les activités criminelles que le Bitcoin, qui a l'inconvénient d'être traçable par des forces de police qui mettent les moyens nécessaires. Autre fait majeur à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Bitcoin, mais rares sont ceux qui le prennent au sérieux. Bitcoin, pour la plupart des gens, il faut bien être réaliste là-dessus, pour une majorité écrasante de la population, Bitcoin inspire l'indifférence, le scepticisme ou l'hostilité. Et l'hostilité avec tous les arguments possibles. C'est une monnaie virtuelle qui ne repose sur rien, qui ne deviendra jamais une monnaie. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type de monnaie? Elle est déflationniste, elle est extrêmement polluante, elle est pilotée par les Chinois. Elle est ringarde, elle sera balayée par les autres crypto-monnaies, balayée par Libra, balayée par les monnaies digitales de banque centrale. Et si elle survit à tout ça, elle sera balayée par l'ordinateur quantique. En même temps, il y a aussi des acteurs sérieux qui commencent à prendre Bitcoin au sérieux. On voit de plus en plus de grandes entreprises, d'investisseurs, de financiers institutionnels classiques, reconnus, qui prennent Bitcoin au sérieux. Le dernier exemple en date étant cette entreprise américaine cotée aux États-Unis,
qui avait de la trésorerie à placer et qui récemment, là, ces 2 derniers mois, a fait un peu de rachat d'actions et surtout a acheté pour 425 millions de dollars de Bitcoin. 425 millions de dollars de Bitcoin, une grande entreprise américaine cotée sur le marché américain. Donc là, on commence à entrer dans une phase où on voit ce genre de choses. Pourquoi ? Alors, le PDG de cette entreprise a beaucoup communiqué. Il a expliqué que pour lui, le Bitcoin, aujourd'hui, c'était l'instrument le plus propice à conserver de la valeur face au risque d'inflation. Mais pourquoi le Bitcoin, finalement, détiendrait ce pouvoir magique ? Tout simplement parce qu'il est un changement de paradigme, une rupture technologique majeure dans l'histoire d'Internet. C'est l'Internet de la monnaie. Bitcoin fait à la valeur et à la monnaie ce que le web a fait à l'information depuis les années 90. On peut imaginer que c'est la première brique d'un nouvel Internet sur lequel on va construire de nouveaux services dont on n'a pas la moindre idée aujourd'hui, de même que Airbnb, Uber ont mis 15-20 ans à être construits à partir du web qui s'est développé dans les années 90. Comment est-ce qu'il réalise cette prouesse ? En intégrant pour la première fois, dans ma compréhension, pour la première fois, un réseau de paiement et un système monétaire. Aujourd'hui, les réseaux de paiement, c'est Visa, Mastercard, et les systèmes monétaires, c'est l'euro, le dollar, etc. Ce sont des choses distinctes. Bitcoin intègre ces 2 éléments d'une manière complètement nouvelle, et c'est pour ça que c'est si difficile à comprendre. En plus, il ne le fait pas avec n'importe quel réseau de paiement ou n'importe quel système monétaire. Il s'agit d'un réseau de paiement qui fonctionne sans tiers de confiance, qui est résistant à la censure, contrairement au réseau de paiement actuel. Il s'agit d'un système monétaire où cette nouvelle forme de monnaie n'est pas régulée par une entité centrale et est résistante à l'inflation et en plus donne une monnaie qui est programmable. Alors d'où ça vient ça ? Bitcoin ne vient pas de nulle part. Il est le résultat d'une 30aine d'années d'expérimentation, de réflexion, de philosophes, de cryptographes, d'informaticiens qui ont toujours cherché à inventer une monnaie sur Internet qui fonctionne sans État et sans banque. Mais ces gens qui sont vraiment des très grands esprits, visionnaires, ont toujours abouti à une sorte d'échec pour 2 raisons. D'abord, ils ne pouvaient jamais éviter de recréer un tiers de confiance pour sécuriser le système. Or, justement, ils voulaient se passer d'un tiers de confiance. Et d'autre part, ils n'arrivaient jamais à maîtriser le problème de l'inflation. Comment éviter de créer sans limite des jetons numériques monétaires sans résistance, sans contrôle. Et évidemment, le premier qui a surmonté ce double handicap, c'est le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Quand on lit ce qu'il a écrit, le white paper, mais aussi ses dialogues qui sont publiés dans un livre très intéressant et qui sont toujours sur Internet, ses posts sur des forums, ses mails, etc., on voit qu'il avait 3 motivations pour créer cet objet. Et les 3 découlaient du problème des tiers de confiance. Il partait du constat qu'aujourd'hui, dans les systèmes de paiement et les systèmes monétaires, il y a des tiers de confiance partout, et ils ont 3 inconvénients. D'abord, ils représentent un coût, et ce coût du tiers de confiance qui est là pour sécuriser le système, il rend impossible les micro-paiements. C'est un problème donc de technicité de réseau paiement. Deuxièmement, ces tiers de confiance, ils nous demandent énormément d'informations sur notre vie personnelle, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin, et c'est donc un risque, un danger pour la vie personnelle et les libertés individuelles. Troisièmement, ces tiers de confiance, on leur fait confiance pour ne pas émettre de la monnaie sans limite. Or, l'histoire montre qu'ils le font, et que ça dilue la valeur des monnaies, et donc ça diminue sa capacité à servir de monnaie efficace. Et je voudrais juste revenir sur ce point-là, parce que c'est vraiment une réflexion économique très puissante, très profonde, et assez originale dans le contexte contemporain. Nakamoto avait parfaitement compris que la monnaie n'est pas un bien comme les autres. C'est un bien économique parce que ça rend un service, ça nécessite d'être produit, ça fait l'objet d'une demande. Mais ce n'est pas un bien de production et ce n'est pas un bien de consommation. Ce n'est pas un bien qui sert à produire quelque chose, ce n'est pas un bien qui est fait pour être consommé, c'est un bien qui est fait pour être échangé. Et ça change tout, le fait qu'il soit fait pour être échangé. Ça veut dire que c'est le seul bien pour lequel, si sa production augmente, l'utilité sociale diminue. Pour les autres types de biens, si on en produit de plus en plus, l'humanité s'en porte mieux. Mais la monnaie, si on en produit plus, l'humanité ne s'en porte pas mieux, au contraire,
puisque la monnaie sert moins facilement d'intermédiaire d'échange parce qu'elle va moins bien conserver de la valeur. Ça, il l'avait compris mieux que la plupart des économistes contemporains. Alors aujourd'hui, ces trois motivations, donc on voit c'est une motivation technique, une motivation philosophique et une motivation économique. Micro-paiement, vie privée, monnaie. Ces trois motivations de Nakamoto, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes 12 ans plus tard? Oui. Les micro-paiements, on voit bien que ça n'a pas du tout progressé. La vie privée, ça s'est largement dégradé. La vie des individus est scrutée, observée par tout le monde, les GAFA, les États, les banques, et donc ça devient un problème majeur, et ça va s'accentuer si le cash diminue. Parce qu'avec les monnaies digitales de banque centrale, la vie privée disparaît définitivement. La finance personnelle des gens, c'est vraiment une composante majeure de la vie privée, et ça a disparu, ça disparaît. Et la monnaie, n'en parlons pas. Vous avez ici l'actif des principales banques centrales depuis le début des années 2000. Il explose dans des proportions jamais vues dans l'histoire de l'humanité en temps de paix. Ici, vous avez l'actif de la Banque centrale de la Fed, de la Banque centrale du Japon, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale anglaise, combinés en poids du PIB. Et ça représente maintenant 52% du PIB de ces quatre entités. 52%. Alors, croire que cette évolution va se poursuivre comme si de rien n'était, sans impact majeur sur les systèmes financiers et monétaires et sur l'institution qu'est la monnaie, c'est faire preuve d'un optimisme extrêmement radical. Et les dernières informations, les dernières annonces de la Fed et de la BCE sur les objectifs d'inflation ne font que confirmer cette tendance. Donc, on voit que le contexte dans lequel Nakamoto a créé le Bitcoin est toujours le même et que les causes, en fait, ces objectifs sont encore plus pertinents qu'avant. Alors maintenant, comment ça fonctionne ? Bon, là, évidemment, il faudrait des heures et des heures pour rappeler comment fonctionne Bitcoin. Un point important à retenir, c'est qu'il s'agit de faire fonctionner un cash numérique. Le cash, une pièce de monnaie, c'est quelque chose qu'on peut s'échanger sans que personne soit là pour vérifier qu'on ne peut pas utiliser une deuxième fois la pièce de monnaie, pour éviter la double dépense. Et faire fonctionner ça sur Internet, donc sans tiers de confiance, c'est extrêmement difficile. Donc l'enjeu principal de ce système-là, c'est assurer la sécurité de ce réseau de paiement. Et Nakamoto a totalement inversé tous les principes fondateurs auxquels on est habitué dans l'économie traditionnelle. D'abord, il a choisi un système qui est open source. Comme Linux, ça veut dire que personne n'a le pouvoir sur l'algorithme Bitcoin. Il est modifié par des développeurs qui font des propositions et ensuite, libre à chaque utilisateur, d'intégrer la nouvelle version qui aura fait l'objet d'un consensus parmi les développeurs ou non. Donc, il s'agit d'un fonctionnement très très différent par rapport aux sociétés contemporaines, hiérarchisées, centralisées, où la production de la norme répond à un mécanisme qui n'a strictement rien à voir, en fait. Donc là aussi, c'est vraiment un facteur d'étonnement sur ce que c'est que Bitcoin. Ensuite, dans les systèmes classiques, les transactions sont secrètes. Et lui, il les rend publiques. Une transaction Bitcoin est publique. C'est un message qui est diffusé au monde entier. Donc c'est quelque chose aussi là d'assez étonnant. Les registres comptables des banques, ils sont centralisés. Et dans le cas de Bitcoin, le registre est décentralisé. Il est dupliqué sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Et plus il y en a, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'un registre qui est disséminé sur de nombreux ordinateurs, il est plus difficile à hacker qu'un registre qui est sur un ordinateur central sur lequel il est rationnel d'investir de fortes ressources de piratage. Alors Nakamoto a intégré plusieurs technologies existantes. On peut dire qu'il a inventé la technologie Bitcoin, mais en tout cas, il a surtout intégré d'une manière très novatrice des technologies qui existaient avant lui. Le chiffrement asymétrique qui permet de signer les transactions publiques et qui résulte des avancées récentes de la cryptographie, le pair à pair, le registre distribué qui est cette fameuse blockchain où les transactions sont ajoutées au fur et à mesure du temps qui passe dans des blocs,
Et puis enfin, le minage par la preuve de travail. On va revenir dessus après. Mais on voit là que ce qu'on appelle la technologie blockchain, c'est donc en fait une expression extrêmement vague. Ça veut tout dire et rien dire. De quoi on parle quand on parle de blockchain ou de technologie blockchain? En fait, la question, c'est quel est le mécanisme qui va sécuriser la blockchain? Et ça, il y a vraiment plein d'options possibles. Celle que retient le Bitcoin, c'est le minage par la preuve de travail. Il y a d'autres options, mais ça change radicalement le contexte. Alors, Nakamoto est parvenu à un équilibre d'incitation économique extrêmement subtil qui fait fonctionner le système. Les premières années, le système pouvait très bien s'effondrer comme un château de cartes. Il était fragile. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où l'équilibre est maintenu, mais il n'est plus du tout fragile. Au contraire, aujourd'hui, le réseau Bitcoin, c'est un monument. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est massif, qui a des proportions titanesques, qui est très difficile à pirater, qui nécessiterait des ressources absolument inouïes pour être piraté, et qui fonctionne toujours grâce à ce subtil équilibre créé par Nakamoto. Équilibre entre des acteurs différents. D'abord les utilisateurs, comme vous et moi, qui pouvons acheter des bitcoins, en vendre ou utiliser bitcoin pour faire des transactions. Les développeurs, qui proposent des améliorations au protocole, mais qui n'ont pas le pouvoir dessus. Ils n'ont vraiment pas le pouvoir dessus. Les nœuds validateurs, ça peut être vous ou moi, si nous choisissons de télécharger l'algorithme et la base de données, qui est la blockchain, qui fait maintenant 300 gigas, et si donc nous choisissons de contribuer à sécuriser ce système sans pour autant être mineurs. Puisque les mineurs, c'est la dernière catégorie, c'est une catégorie spécifique de ces nœuds validateurs qui fait un choix économique, industriel, commercial, de dépenser de l'énergie pour contribuer à sécuriser ce système. On va voir comment après. Et il y a un équilibre entre ces acteurs. Aucun n'a le pouvoir. C'est ça qui est assez intriguant. Donc les principes de base, c'est que contrairement au système financier traditionnel, la vérification de la pertinence, de la validité des transactions, elle est immédiate, elle est faite par tous les nœuds validateurs et elle se fait sans coût. Personne ne paye rien pour ça. Ni celui qui utilise les bitcoins, ni celui qui est un nœud validateur. En revanche, l'enregistrement dans la base de données, qui est fait donc à la suite du minage, lui, il prend du temps, ça prend 10 minutes, et il représente un coût colossal. Il est coûteux. Il est coûteux pour qui? Coûteux surtout pour les mineurs, en fait. Il n'est pas tellement coûteux pour l'utilisateur. L'utilisateur, il paye des frais de transaction qui sont variables en fonction du temps et de la saturation du réseau et de la vitesse qu'il choisit pour ces transactions. Mais il est coûteux surtout pour le mineur. Et pourquoi est-ce que le mineur donc, accepte de dépenser de l'énergie et donc de l'argent pour ça? C'est parce qu'il est rémunéré. Il est rémunéré dans ce fameux jeton natif qui est émis automatiquement par le protocole et qui n'est émis que pour ça, que pour rémunérer le mineur. Et là, il y a vraiment un coup de génie de Nakamoto, c'est-à-dire que le mineur, on aurait très bien pu choisir de le rémunérer avec des dollars ou des euros. Or là, on a choisi de le rémunérer avec des jetons qui sont produits par le système, qui sont natifs et qui au début ne valent rien et qui prennent de la valeur quand ils font l'objet d'une demande. Et donc, ça responsabilise le mineur qui se retrouve dans une situation où il a intérêt à faire fonctionner le système plutôt qu'à essayer de le pirater ou de l'attaquer. Parce que s'il l'attaquait, la valeur des jetons qu'il reçoit s'effondrerait. C'est une des raisons pour lesquelles le système Bitcoin fonctionne toujours au bout de 12 ans et a pris cette ampleur. Ce jeton, il prend d'autant plus de valeur qu'il est rare. Il ne dépassera jamais 21 millions et son rythme d'émission est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc il y a une rareté artificielle qui est créée par le protocole. On en est à 18,5 millions de bitcoins émis, un peu plus. Donc on voit bien que maintenant, il y a très peu de nouveaux bitcoins qui vont être émis. Et tous les millionnaires du monde n'auront pas un bitcoin complet si le système continue à se développer. Alors il y a un mécanisme qui est extrêmement original et intriguant et qui est peu présenté dans les médias, c'est l'ajustement de la difficulté. Sans ce mécanisme d'ajustement, qui a lieu à peu près toutes les 2 semaines, des mineurs, en augmentant leur puissance de calcul, pourraient résoudre l'équation plus rapidement que prévu
et donc accélérer le rythme de production des bitcoins. Ce ne serait plus toutes les 10 minutes, ça serait plus rapide. Et donc ça ferait de l'inflation, et donc ça ruinerait, ça mettrait à néant l'objectif de limiter l'inflation. Et donc toutes les 2 semaines, la difficulté du minage est ajustée automatiquement par le protocole en fonction de la puissance de calcul globale représentée par tous les mineurs du monde. Si de plus en plus de mineurs essayent de faire du minage, la difficulté va augmenter, et donc ça va diminuer la rentabilité de l'activité du minage, et donc ça va limiter le nombre de mineurs. Et ça joue dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on voit depuis le début de Bitcoin? C'est que la puissance de calcul globale a augmenté dans des proportions exponentielles. Et là, je voudrais aussi insister sur ce point. Parce que plus il y a de puissance de calcul sur le réseau Bitcoin, et plus il est sécurisé, plus c'est difficile de l'attaquer. Il faudrait mettre des centaines de millions de dollars pour avoir plus de la moitié de la puissance de calcul et pouvoir modifier la blockchain et essayer de pirater Bitcoin. Et donc, là, on voit qu'il connaît une augmentation absolument incroyable. Et aujourd'hui, on en est à 140 milliards d'opérations par seconde. Alors, je ne vais pas décrire en détail le système de l'opération cryptographique qui est faite par les mineurs, mais il faut imaginer une sorte d'équation A plus B inférieur à Y. On connaît A, on connaît Y, il faut trouver B, mais on ne peut pas trouver B par la logique, le calcul, parce que c'est de la cryptographie. Donc le seul moyen, c'est d'essayer des valeurs pour B au hasard, le plus possible et le plus vite possible, parce que les mineurs sont en compétition les uns par rapport aux autres, pour être le premier à résoudre cette équation. Et donc, c'est pas, contrairement à ce que présentent les médias, c'est pas un problème complexe. C'est un problème qui nécessite de la force brute. Et donc, essayez de compter dans votre tête, essayez de compter jusqu'à 10 en 1 seconde. Maintenant, imaginez qu'on puisse compter jusqu'à 100 en 1 seconde. Et maintenant, imaginez qu'on puisse compter jusqu'à 140 milliards de milliards en 1 seconde. Et en fait, c'est le nombre d'opérations réalisées par seconde par l'ensemble des mineurs pendant 10 minutes pour chaque bloc, pour valider un ensemble de transactions sur 10 minutes. C'est donc une puissance de calcul absolument inouïe et inégalée sur Terre. Personne d'autre n'a cette puissance de calcul. Google ne l'a pas, l'État américain ne l'a pas, même des États entre eux ne l'ont pas. Et c'est un phénomène absolument massif et vraiment titanesque. Est-ce que l'ordinateur quantique pourra résoudre ces calculs et éliminer Bitcoin? D'après les cryptographes et les spécialistes, il y a des aspects du protocole Bitcoin qui ne sont pas vulnérables à l'ordinateur quantique. Il y a d'autres aspects qui devront être updatés, qui devront être améliorés pour prendre en compte l'évolution de l'ordinateur quantique. Mais l'ordinateur quantique, il menacera votre compte bancaire et la sécurité de la centrale nucléaire à côté de chez vous avant de menacer Bitcoin. L'autre réflexe qu'on a quand on entend parler de la puissance de calcul de Bitcoin, c'est évidemment l'aspect écologique. Bitcoin va faire bouillir les océans et ruiner la planète parce qu'il est incroyablement polluant. Donc là, on a vraiment ce spectre qui surgit spontanément dès qu'on parle de Bitcoin aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs arguments, plusieurs réponses à ça. Il y a des arguments rationnels. D'abord, il est nécessaire d'assumer une certaine dépense énergétique, puisque c'est l'objet même d'une monnaie sur Internet, c'est d'être sécurisé. Ensuite, énergivore ne veut pas dire polluant. Et les mineurs ont souvent intérêt à utiliser des énergies renouvelables là où elles font l'objet de peu de demandes, et elles seront moins chères à ces endroits. Les mineurs sont mobiles, ils peuvent s'y adapter, etc. Ces arguments sont connus, et quelqu'un comme Sébastien Gouspillou, le mineur français, le décrit très bien. Si on veut avoir cette information, ces arguments, elle est accessible. Et puis, il y a aussi un dernier argument, c'est que le passage à l'échelle, l'augmentation du nombre de transactions possibles par Bitcoin, qui est en préparation, va se faire, si se fait, sans augmentation de la dépense énergétique. Sans augmentation de la dépense énergétique. C'est jamais dit dans ces débats sur la consommation énergétique. Mais tout ça sont des arguments rationnels dans un débat rationnel où on a envie de comprendre. Mais quand on regarde en détail ce débat, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas du tout envie de comprendre ces sujets, qui sont tout simplement hostiles ou dans la mauvaise foi ou l'idéologie. Ils sont pas du tout demandeurs de réponses rationnelles. Alors,
moi, je propose une autre réponse dans ces cas-là, face à ce type d'acteurs. C'est, d'accord, supposons que Bitcoin représente effectivement la dépense énergétique d'un petit pays européen. Supposons que cette dépense énergétique continue d'augmenter et qu'elle représente un jour la dépense énergétique de l'Europe. So what? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous croyez que quelqu'un va avoir une influence sur ce sujet? Est-ce que vous croyez qu'une coalition représentant 100% des États va se faire pour remédier à ce problème? Très bien, mais bonne chance. En fait, c'est vraiment une des clés pour comprendre Bitcoin. C'est que personne n'a d'influence sur ce facteur. C'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui un Bitcoin vaut 10 000 $. Quelle autre raison un jeton qui ne repose sur rien pourrait bien avoir de représenter 10 000 $ aujourd'hui? On est donc là au cœur du paradigme Bitcoin et de son côté profondément dérangeant. C'est que c'est un système qui est en train de devenir invulnérable. Je ne sais pas s'il l'est déjà, mais c'est ça l'évolution, c'est ça l'enjeu. Alors, maintenant qu'il est très sécurisé, c'est peut-être ça le préalable au fait qu'il puisse servir de monnaie. Donc, revenons un peu sur ce sujet de monnaie. Est-ce que c'est une monnaie? Quel genre de monnaie il peut bien être? Je voudrais utiliser le concept de modèle mental. Un modèle mental, c'est une représentation de la réalité qui est fondée sur un ensemble de croyances et d'hypothèses. Nous, individus, nous fonctionnons avec des modèles mentaux pour interpréter le monde qui nous entoure. Et nous prenons des décisions à partir de ces modèles mentaux. Les organisations aussi, et c'est même d'ailleurs le cœur de leurs compétences. C'est ce que décrivent les auteurs de cet excellent livre. Une organisation a besoin d'un modèle mental pour être efficace dans son environnement. Mais le monde change, et si elle n'arrive pas à adapter son modèle mental, cette organisation devient vulnérable et elle peut même disparaître. Un exemple, la photographie, c'est de l'argentique. Ça, c'est un modèle mental. C'était le modèle mental de Kodak. Kodak n'a pas réussi à s'adapter au nouveau paradigme, qui était la photographie, c'est du numérique, et donc Kodak a coulé. Alors maintenant, si on adapte ce concept de modèle mental à la monnaie, c'est quoi le modèle mental de la monnaie aujourd'hui? Collectivement, nous sommes tous persuadés, nous avons tous une vision de la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui doit être géré par la puissance publique. Certains d'entre nous croyons d'ailleurs même que la monnaie, c'est quelque chose qui a été créé par les États. La monnaie, ça doit être quelque chose qui peut et qui doit être utilisé dans des politiques économiques pour répondre à certains objectifs de politique économique, comme la relance de l'activité ou la poursuite du plein emploi. Un peu d'inflation, ça ne fait pas de mal. La déflation, c'est très dangereux. Voilà. Tout ça forme un modèle mental. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de Bitcoin? Bitcoin pulvérise ce modèle mental. Il repose sur quelque chose sans état, il est plutôt déflationniste ou désinflationniste, c'est-à-dire que si la demande au Bitcoin augmente, sa valeur augmente, donc les prix des biens libellés en Bitcoin va diminuer. Donc en fait, il est complètement aux antipodes du modèle mental dominant s'agissant de la monnaie. Et il a l'inconvénient de poser des questions très embarrassantes vis-à-vis du système actuel. Alors ces questions, quelles sont-elles? On peut les résumer. D'abord, tout le monde est tout à fait d'accord pour dire que le monopole, globalement, c'est quelque chose qui doit être évité. Un monopole, ça produit des biens pour un prix croissant et pour une qualité décroissante. Alors pourquoi on continue de garder un monopole sur la production monétaire? Autre question, on est tous d'accord pour dire que la planification centralisée de la production a toujours échoué partout, dans tous les pays, à toutes les époques, dans tous les secteurs économiques. Alors pourquoi on garde une planification centralisée de la production de monnaie? Autre question, on nous dit que la déflation, c'est pas bien, il faut un petit peu d'inflation, c'est ça qu'il faut, c'est de l'inflation. Un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Mais pourtant, le consommateur, quand il va faire ses courses, il préfère voir les prix augmenter ou diminuer. On nous dit que la déflation, c'est dangereux parce que les consommateurs vont arrêter de consommer parce qu'ils vont attendre que les prix diminuent encore plus.
Mais depuis quelques années, le prix de l'informatique est en chute libre. Est-ce que la consommation de produits informatiques est en chute libre? On nous dit qu'un peu d'inflation, c'est bien pour relancer la consommation. Mais est-ce qu'on veut relancer la consommation ou est-ce qu'on veut lutter contre la société de surconsommation, et notamment la surconsommation des ressources naturelles? On confie la gestion de la monnaie à des entités qui sont des banques centrales, qui font partie de la puissance publique. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de confier la production de la monnaie à une entité qui a un intérêt objectif à accroître la monnaie à son profit? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'on est vraiment satisfait de la manière dont fonctionne le système depuis 1971, date à laquelle Nixon a décorrélé l'or du dollar? Est-ce qu'il y a moins de cycles économiques, avec des phases d'expansion rapide et des effondrements qu'avant? Est-ce qu'il y a moins de crises monétaires qu'avant? Est-ce qu'il y a moins d'augmentation des inégalités sociales créées par les bulles sur les actifs au profit des gens qui peuvent s'endetter grâce au coût du crédit très faible, artificiellement faible? Par ailleurs, l'inflation est une forme d'impôt. Elle entraîne des redistributions de pouvoir d'achat relatifs, c'est donc une forme d'impôt. Dans une démocratie, l'impôt est voté par le Parlement. C'est bien ça le principe. C'est pour éviter que la puissance publique siphonne toutes les richesses de la collectivité. Est-ce que les électeurs ont voté pour le programme des banques centrales, pour la manière dont les banques centrales gèrent la monnaie? Est-ce qu'on est vraiment satisfait de ce fonctionnement? Est-ce que c'est ça le système démocratique qu'on recherche? Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions, et il y en a d'autres d'ailleurs. Alors, toutes ces questions, à votre avis, elles sont... Il y en a deux qui suivent. Alors non, elles ne sont pas vite répondues, parce que ce sont des questions complexes et personne n'est d'accord dessus. Les économistes passent leur temps à débattre de ces sujets et personne n'est d'accord. Mais la nouveauté, c'est que ces questions maintenant sont posées et qu'on ne peut plus les éviter. Elles sont dans le débat public et c'est Bitcoin qui les a introduites dans le débat public. Alors, dans quelle mesure va-t-il pouvoir jouer son rôle de monnaie? Quelques remarques d'abord sur ce qu'on appelle la monnaie. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'une chose est une monnaie ou pas. En fait, le sujet, c'est qu'une chose peut servir plus ou moins de monnaie, plus ou moins dans des endroits différents, dans des groupes différents, sur des sujets différents. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, donc on peut parler d'une certaine manière de monnaïté, un peu le degré de monnaïté d'une chose. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, on se rend compte qu'elle n'a pas été créée par les rois et la puissance publique. La puissance publique s'est appropriée progressivement cette institution qu'est la monnaie, mais la monnaie est née d'un processus spontané d'expérimentation, de tâtonnement libre entre des individus, des gens, des groupes qui ont essayé plein de formes différentes de monnaie. Et si les métaux précieux se sont imposés progressivement par la monnaie, c'est pas parce qu'un G8, un G10 ou un G20 de rois s'est rassemblé pour décider que l'or serait la monnaie. C'est un processus totalement naturel, graduel, très progressif et spontané. Et pourquoi? C'est parce que les métaux précieux réunissaient certaines caractéristiques qui faisaient qu'on pouvait produire des biens qui servaient d'échange, de moyens d'échange, qui étaient divisibles, homogènes, transportables, résistants à l'usure du temps et des intempéries, et difficiles à produire, faisant l'objet d'une certaine rareté. C'est pour ces raisons que les métaux précieux se sont imposés progressivement. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a décidé spontanément ou parce que c'était écrit quelque part. Alors, si on regarde Bitcoin, il réunit ces caractéristiques, en fait. C'est un bien qui n'est pas physique, mais qui est divisible, homogène, transportable, échangeable, résistant aux attaques, au piratage, au hacking, et résistant à l'inflation. Il est rare, il est difficile à produire. Et donc, on peut estimer qu'il a les qualités possibles pour devenir potentiellement une forme de monnaie ou pour être utilisé par certains comme une forme de monnaie. Une remarque au passage, vous voyez sur cette illustration qu'on voit des pièces de Bitcoin. Évidemment, ça n'existe pas ou très peu, et il y a peu de chances pour que ça existe, mais là, on voit comment on reste prisonnier d'un certain modèle mental. Et il y a beaucoup d'exemples d'évolution technologique où on garde le vocabulaire ou les images d'une situation qui a totalement disparu. Par exemple,
Le téléphone, on dit toujours décrocher et raccrocher, alors que le téléphone n'est plus un objet suspendu au mur comme les premiers téléphones. On garde le vocabulaire de l'ancien modèle mental. Là, on continue d'illustrer le Bitcoin avec des pièces, alors que ça n'a rien à voir avec des pièces. Pas seulement parce que c'est immatériel, mais aussi parce que le registre comptable ne donne pas des nombres de bitcoins par personne. C'est un système beaucoup plus complexe et bizarroïde, qu'on appelle les UTXO, que je ne vais pas développer là, mais qui n'a rien à voir avec des unités affichées de manière explicite. Alors aujourd'hui, évidemment, le bitcoin sert surtout de réserve de valeur, d'or digital. On peut penser que c'est une situation transitoire, parce que pour qu'un bien devienne une monnaie, par définition, il faut qu'il ait d'abord fait ses preuves comme réserve de valeur. On n'a aucune raison de le garder pour pouvoir l'utiliser plus tard s'il n'a pas fait ses preuves comme réserve de valeur sûre, inviolable. Donc là, pendant quelques années, le Bitcoin est en train de faire ses preuves comme réserve de valeur, avant, plus tard, éventuellement, d'être utilisé comme un moyen d'échange plus répandu. Donc c'est de l'or digital, mais c'est de l'or digital d'un genre un peu particulier, parce que c'est de l'or digital qui peut être envoyé par-dessus l'océan Atlantique en un clic, et c'est de l'or digital qui évolue. L'or, sa technologie n'évolue pas, et le Bitcoin, sa technologie évolue. Il est programmable dans des conditions qui se développent. Et notamment, alors on verra s'il devient plus apte à être utilisé pour des smart contracts. Il y a d'autres crypto-monnaies qui prétendent être beaucoup plus efficaces, plus agiles, pour pouvoir faire des smart contracts. Pour le moment, le Bitcoin, c'est un peu difficile, mais on verra si ça évolue. En tout cas, le passage à l'échelle est en cours, notamment avec le Lightning Network, qui va permettre, enfin qu'il existe depuis 2 ans, qui fonctionne et qui, s'il se développe, permettra un nombre de transactions illimitées pour des frais négligeables, sans dépenses énergétiques additionnelles, et sur des échelles de temps microscopiques. Donc il permettra des micro-paiements, ce qui n'est possible avec aucun autre moyen de paiement. On dit souvent que Bitcoin est vulnérable à des coupures d'Internet, mais en fait ça va être de moins en moins le cas, puisque maintenant la société Blockstream permet des émissions de transactions par satellite. Donc c'est encore très embryonnaire, mais si ça se développe, un État coupant Internet pour des raisons politiques ne pourra pas empêcher des transactions en Bitcoin. C'est quelque chose de très impressionnant quand on y pense. Alors pourquoi Bitcoin plutôt que les autres crypto-monnaies? Aujourd'hui, il y a une compétition incroyable avec des centaines, peut-être même des milliers de crypto-monnaies qui prétendent faire mieux que Bitcoin. Et Bitcoin reste toujours la crypto-monnaie la plus massive en termes de valeur, de capitalisation de marché. Alors, quelles sont les spécificités de Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies? D'abord, il n'a pas de créateur identifié. La plupart des autres crypto-monnaies, on peut retrouver leurs créateurs ou les gens qui pilotent le système. Ce sont donc des cryptos qui sont vulnérables à la régulation, à la réglementation, etc. Ensuite, si on voulait recréer aujourd'hui une monnaie comme Bitcoin, qui ait les mêmes caractéristiques, mais sans créateur identifié, on aurait beaucoup de mal. Moi, j'ai l'impression que c'est une expérience non reproductible. Il a donc un avantage majeur. Et puis, on dit souvent que Bitcoin, c'est une sorte de Netscape des crypto-monnaies, ou de MyFamily. Non, c'est pas MyFamily, c'est MySpace. MySpace des crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est le premier, très bien, mais il va être ringardisé assez vite. Mais je pense qu'en disant ça, on commet une erreur majeure, parce qu'on n'est pas du tout dans le même genre de paradigme. Là, Bitcoin, c'est de l'open source. Donc, il peut s'inspirer des évolutions technologiques des autres crypto-monnaies. Il y a un avantage au premier entrant qui vient notamment du fait qu'on est aussi dans le domaine de la cryptographie. En matière de cryptographie, les fonctions, les dispositifs les plus valables, les plus utilisés, les plus crédibles, ceux qui inspirent de la confiance, sont ceux qui ont une durée de vie, ceux qui ont existé depuis le plus longtemps possible, parce que ce sont ceux qui ont été attaqués le plus massivement par rapport aux autres. Et donc, dans le domaine des crypto-monnaies, le premier entrant a un avantage majeur, c'est celui qui a été le plus attaqué. Donc il y a un certain nombre de considérations qui font que Bitcoin n'est pas comme les autres crypto-monnaies. Et puis enfin, on cite souvent son côté antifragile. Plus il est attaqué, et plus il se renforce. Il est attaqué de manière intellectuelle, culturelle,
avec des arguments. Et il est attaqué concrètement par des pirates qui essayent de le pirater et qui n'y arrivent pas. Alors tout ça, c'est bien beau, mais finalement, il y a quand même aussi la question de la réaction des États. Que vont faire les États face à Bitcoin? Bitcoin représente un défi historique pour les États. Raymond Aron résumait le paradigme de la guerre froide et de l'affrontement entre les deux blocs par cette phrase qui est célèbre, « Guerre improbable, paix impossible ». Il y avait une sorte d'aporie pour lui qui faisait que la guerre froide était une situation un peu inextricable. Est-ce qu'on peut retenir la même analyse pour Bitcoin? D'un côté, on voit bien que les États ne peuvent pas rester sans réagir face à Bitcoin. Pour le moment, ils l'acceptent gentiment, ils le régulent, ils ont tendance à essayer de freiner son essor par des réglementations et de la fiscalité. Mais si Bitcoin prend de l'importance, est-ce qu'ils pourront rester sans réagir? Et en même temps, si Bitcoin prend de l'importance, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Si la puissance de hachage, la puissance de calcul continue d'augmenter, que les réseaux restent décentralisés, que pourront faire les États? Est-ce qu'ils peuvent laisser Bitcoin prospérer? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'empêcher de prospérer? On est un peu dans cette sorte d'aporie aujourd'hui. Dans le cas de la guerre froide, cette situation a été résolue. Un des deux camps a capitulé, sans guerre. On verra bien si c'est ce qui se passe avec Bitcoin, mais ça va être un spectacle extrêmement intéressant. En conclusion, je voudrais dire que pour moi, Bitcoin, c'est quelque chose qui est insaisissable, d'abord intellectuellement, parce qu'on ne peut jamais être certain de l'avoir totalement compris. Ensuite, matériellement, bien sûr, puisqu'il est abstrait, il est immatériel. Et puis, d'une certaine manière, juridiquement, parce que le seul qui a le pouvoir sur Bitcoin, c'est celui qui a ses clés privées. C'est très difficile à saisir un Bitcoin de ce point de vue-là. Et Bitcoin est aussi incontournable. On n'en fait jamais totalement le tour. Et puis surtout, il est de plus en plus hasardeux et imprudent de faire comme s'il n'existait pas, de vouloir le contourner. Parce que le contexte actuel est encore plus propice, encore plus favorable que quand Nakamoto a lancé cette innovation, à la fois en termes d'efficacité des réseaux de paiement, de contrôle de la vie privée, et puis de risque de dilution de la monnaie. Ce contexte est favorable à Bitcoin. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que que Bitcoin soit une monnaie ou pas, peu importe, l'impression qu'on peut en retenir, c'est que c'est une monnaie en devenir. C'est quelque chose qui est en train de devenir une monnaie et qui a le potentiel pour être une monnaie. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui, je vais prendre les questions. S'il y a des questions dans la salle, on en a une ou deux qui viennent d'autres salles, mais si jamais vous voulez en poser une, n'hésitez pas, je peux la prendre. Alors, tenez le micro. Oui, bon, la question c'est sur le créateur en fait, parce que là je suppose que tu en as parlé comme si c'était une personne qui avait inventé, mais en fait, d'après ce que je sais, on ne sait pas trop qui c'est, qu'il y a derrière. Voilà, c'était juste pour savoir si tu avais des pistes. Ou... Il est peut-être dans cette salle. Ça rajoute une dimension un peu mythologique fascinante à ce sujet-là, c'est-à-dire que quelque chose qui prend tant d'ampleur dans l'économie et la politique et qui pourrait en prendre encore plus, on ne sait toujours pas qui c'est. Il se peut très bien que ce soit une femme, un groupe de personnes, qu'une partie d'entre eux soit mort, qu'il existe toujours. C'est très difficile de savoir. Mais ce qui compte, c'est qu'il n'a plus de pouvoir sur le système. Ah non, mais ces dialogues, ce qu'il a écrit dans des posts ou des mails ont été rassemblés par quelqu'un qui a publié le livre. Et c'est vraiment un livre fascinant parce qu'on se rend compte d'ailleurs que dès les premiers jours et les premières semaines, il était harcelé de questions par les développeurs à qui il avait envoyé son projet et qui lui ont tous posé les questions qu'aujourd'hui on se pose. Il a déjà répondu à toutes ces questions dès les premiers jours, avec une patience, un sens de la pédagogie. Et pour nous qui découvrons le Bitcoin des années plus tard, c'est assez vertigineux de voir comment ça s'est passé dès les premiers jours. Sinon, j'aurais une question là, qui nous vient sur Twitter. Globalement, sur l'aspect réserve de valeur du Bitcoin, déjà, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Et puis surtout, est-ce qu'il est possible d'être à la fois une réserve de valeur et un système de paiement, ce que Bitcoin est finalement en devenir?
Alors, il est toujours très volatile, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une très bonne réserve de valeur, mais ça dépend sur quelle échelle de temps on se place. Et puis, ça dépend aussi des prévisions, du pronostic qu'on peut avoir sur l'avenir. Moi, je ne ferai aucun pronostic, mais en tout cas, les faits prouvent que depuis 12 ans, il a servi de réserve de valeur sur période de quelques mois ou de quelques années. Alors, est-ce que c'est incompatible avec le fait de devenir un moyen de paiement? Alors là, je ne suis pas bien sûr de comprendre la question, en fait. Qui a répondu, c'est l'histoire de la monnaie déflationniste. C'est-à-dire que quelque chose que tu stockerais et qu'en même temps tu échanges assez facilement, est-ce que c'est possible d'avoir les deux Mais en fait, comment dire, c'est comme ça qu'a fonctionné l'or pendant des siècles. C'est quelque chose qu'on stockait et qui a été utilisé comme instrument d'échange. Donc les faits montrent que c'est possible. Ouais, vas-y. Moi, j'aurais une question pour toi, Yorick. C'est, tu nous as expliqué que notamment donc la monnaie, l'euro actuellement est donc émis et contrôlé par une banque centrale qui n'est pas démocratique. Mais moi, je vois pas en quoi le Bitcoin serait fondamentalement plus démocratique. Genre, je comprends que ce soit un protocole qui est open source, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une nécessité que la monnaie utilisée dans une société ou dans un espace comme l'Europe ou un État, enfin un pays, soit justement contrôlé politiquement et qu'on puisse... tu vois, est-ce que ce que tu reproches à l'euro, c'est pas finalement sa force, tu vois, qu'on puisse, par exemple, là aujourd'hui, émettre beaucoup d'argent pour payer le chômage partiel, ce genre de choses, même si ça aura des conséquences, on le sait, mais... Non, mais c'est juste une question de cohérence. C'est-à-dire que si on est contre les monopoles, pourquoi est-ce qu'on est pour le monopole monétaire? Si on est pour la démocratie, pourquoi est-ce qu'on est pour une monnaie qui n'est pas gérée de manière démocratique? Ensuite, Bitcoin, d'après ce que je comprends, n'est pas une monnaie démocratique. Il n'est pas fait pour être une monnaie démocratique. C'est une monnaie qui est faite pour être libre. C'est une monnaie libre, qui ne fait pas l'objet d'un monopole, à laquelle chacun peut participer en étant détenteur ou en étant acteur du système. Et il n'empêche aucune autre monnaie de se développer autour de lui. Ce n'est pas une monnaie démocratique, c'est une monnaie libre. Ok. Yorick, j'ai une question pour toi concernant le Venezuela et son attitude par rapport à Bitcoin que je trouve particulièrement intéressante. Et sur le sujet dont tu parlais, du choix des États par rapport à Bitcoin, comment se comporter en fait? Est-ce que tu as un avis sur la politique du Venezuela vis-à-vis de Bitcoin? Alors, le Venezuela a commencé par vouloir faire une crypto-monnaie assise sur le pétrole. Je ne suis pas sûr que ce soit un franc succès. Et tout récemment, effectivement, le Venezuela a commencé à changer un peu de position. En fait, on peut imaginer plusieurs scénarios possibles. Et parmi eux, il y en a un où il deviendra intéressant pour des États d'essayer d'obtenir du Bitcoin. Soit en autorisant le paiement de l'impôt en Bitcoin, soit en vendant des biens, des actifs contre du Bitcoin, soit en minant. Si on fait un peu de prospective, ça doit faire partie des scénarios possibles. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ce serait hasardeux d'éliminer trop vite ces scénarios. D'autres questions? Ouais. Oui, bonjour. Moi, ce que je souhaite savoir, c'est, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, la connaissance du Bitcoin représente à peu près 1% de la population, enfin, de ce que j'ai pu apprendre il y a quelque temps. Aujourd'hui, sur les territoires français, c'est à peu près quel pourcentage de ce que l'on sait qui connaissent ou qui ont un wallet Bitcoin pour savoir son développement, quoi. Oui. Non, ça, j'en ai aucune idée et je ne sais pas si quelqu'un le sait. Et si on ne le sait pas, c'est très bien comme ça, en fait. La seule information qu'on ait publique, ce n'est pas le nombre de détenteurs, c'est le nombre d'adresses et puis le nombre de wallets. Tout ça est en augmentation rapide dans le monde. Et pour la France, je n'ai pas vraiment vu les statistiques là-dessus. Il y a eu des sondages peut-être faits sur ce sujet-là. On estime qu'il y a entre 5 et 10% des Français qui savent ce que c'est. D'accord, il y a des sondages qui disent qu'il y a entre 5 et 10% de la population qui sait ce que c'est. J'ai lu un vieux sondage, je ne sais plus exactement, mais il y avait une partie de la population qui savait ce que c'était, une partie de la population qui déclarait en avoir ou en avoir eu. Je crois que c'est 5% des Français. Mais c'est un vieux sondage qui date de 2018 peut-être. Donc au début de l'année, il y a eu un sondage qui a été fait aux États-Unis, où en tout cas on est à 20% à peu près des Américains qui ont au moins investi $1 dans une crypto-monnaie.
Donc ça D'accord. augmente, Donc il y a des sondages qui existent et qui vont se développer. Pas par sondage en tout cas, c'est du déclaratif quoi. Voilà, donc les sondages, c'est du déclaratif, donc c'est une source d'information imparfaite. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a. Voilà. Bon, la dernière question, à la limite, si vous avez des... N'hésitez pas. Allez. Question rapide, tu parlais justement des États qui achètent du Bitcoin. Est-ce que ça pourrait pas devenir en fait un vecteur d'attaque du Bitcoin, puisque comme pour la plupart des gens aujourd'hui, la valeur de référence, ça reste quand même la valeur fiat, même les gens qui ont du Bitcoin, et que les États peuvent en créer de façon illimitée. Est-ce que ça serait pas facile en fait pour un État d'acheter la majorité des Bitcoins? Alors, je ne suis pas sûr de voir... quel serait le problème si les États achetaient des bitcoins? C'est-à-dire que du coup, ils pourraient acheter la majorité du Bitcoin et puis arrêter de les mettre sur le marché, supprimer le Bitcoin. En fait. Donc, ils dépenseraient des centaines de milliards de dollars pour acheter des bitcoins et ensuite, ils s'en serviraient plus? C'est possible, mais en fait, la probabilité est quand même pas très élevée. Si on part de la logique... Et puis en plus, s'il le faisait, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien faire le choix d'acheter énormément de bitcoin et de ne pas les utiliser, mais ça ferait exploser le prix du bitcoin et des gens refuseraient d'en vendre et continueraient de garder des bitcoins et de les utiliser entre eux. Donc en fait, cette démarche des États ne servirait strictement à rien. D'après ma compréhension. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. On va passer donc à l'étape suivante. Merci Yorick.